Moi, je m'appelle Phil Wacknell. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis l'un des fondateurs d'Ideas on Stage. Ideas on Stage qui est spécialiste de la présentation en public, la présentation en entreprise. Pourquoi est-ce qu'une entreprise spécialisée dans les présentations va parler aujourd'hui sur comment réussir les réunions en ligne? C'est très simple. Nous avons aidé, sur ces 10 dernières années, beaucoup de clients à organiser des réunions, à organiser des réunions physiques, mais aussi à mettre des réunions physiques en ligne, parce qu'on n'a pas toujours besoin de voyager. Et nous sommes nombreux maintenant qui découvrent ou qui découvrons que on peut faire beaucoup de choses en ligne. On n'a pas toujours besoin d'être physiquement présent au même endroit que tout le monde. Donc, dans ce webinaire, si vous permettez, je vous laisse tous en mode muet, malheureusement. Donc, ainsi, on va préserver la qualité du son pour vous, pour tout le monde. Donc, c'est le genre de réunion où, malheureusement, vous allez m'écouter pas mal. Moi, je vais faire la plupart de la prise de parole. Je suis accompagné par ma collègue Camille, qui, elle, va pouvoir récolter vos différentes questions que vous pouvez mettre dans la fenêtre de clavardage ou de chat. Donc, vous pouvez bien partager vos questions dans la partie chat et je vais répondre à vos questions vers la fin. L'idée, c'est que là, aujourd'hui, en France métropolitaine, il est un peu après 16 heures. Avant 17 heures, on aura terminé. Donc, on ne va pas faire quelque chose de très long aujourd'hui. Simplement, moi, je vais peut-être parler une petite demi-heure et puis on va laisser le temps de l'interaction pour que je réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas à les poser à tout moment dans le clavardage, dans le chat. Et puis ensuite, on va y répondre par la suite. Mais une première interaction que j'aimerais faire là-dessus, c'est de bien comprendre ce qui ne va pas dans les réunions en ligne. Parce que lorsqu'on parle de réunions virtuelles, trop souvent, nous avons une attention virtuelle. Il est très difficile d'attirer et de garder l'attention des participants pour une réunion lorsque vous ne les voyez pas. Lorsque vous ne voyez pas les gens et lorsque eux, ils savent que vous ne les voyez pas, il est très facile pour les gens de décrocher. Vous n'êtes absolument pas au courant s'ils sont en train d'écouter attentivement votre prise de parole ou s'ils sont en train de regarder leur Instagram ou s'ils sont en train de faire leur mail ou bien s'ils sont partis promener le chien juste pour revenir juste à temps, avant la fin de la réunion, afin de dire adieu, enfin dire au revoir à tout le monde et surtout récolter un minimum possible d'actions suite à la réunion. Donc, il est impossible de le savoir. Du coup, il est nécessaire de faire tout pour attirer l'attention des gens et pour rendre les réunions aussi interactives que possible. C'est pour ça que j'aimerais commencer en étant interactif, en récoltant dans le chat tout ce que vous n'aimez pas dans les réunions en ligne. Hein, vous en subissez pas mal en ce moment, c'est clair. Et c'est très important de comprendre ce qui ne va pas. Donc, allez-y dans le chat. Vous allez trouver cette petite icône normalement en bas de votre écran, ou si vous glissez votre souris quelque part sur votre écran Zoom, et ainsi vous allez pouvoir dire ce que vous n'aimez pas dans les réunions en ligne. Nous en avons déjà deux. Donc, tout d'abord, une absence de feedback explicite. Donc, c'est là où vous participez à une réunion et vous parlez, vous donnez, comme aujourd'hui, je vais parler dans ce webinaire, mais où il n'y a pas de feedback. Et également, lorsqu'on manage quelqu'un en ligne, lorsqu'il y a simplement, il n'y a pas de feedback envers le manager ou du manager envers les gens, la communication peut être donc très, très difficile. On déteste le nombre de réunions dans la journée. Ah oui, parce que très honnêtement, pensez, enfin, quand vous êtes au bureau, on fait des réunions et entre les réunions, on est censé travailler. Il est très rare que la productivité et une réunion se rejoignent. Donc, on est censé travailler en dehors des réunions, alors que les réunions, moi, je me souviens quand j'étais chez HP, j'en avais 8-10 par jour. Quand est-ce que j'étais censé bosser? C'est très, très difficile. Donc, souvent, il y a trop de réunions. Et j'espère aujourd'hui que si vous
si vous faites ce que je recommande dans ces les 5 révolutions des réunions en ligne que je vais préconiser, à ce moment-là, j'espère que vous allez pouvoir assister non seulement à des réunions de meilleure qualité, mais aussi à moins de réunions. Hélène nous dit: «Difficile d'être à plusieurs et de prendre la parole sans se couper». Ah bah oui, exactement. Et il faut vraiment comprendre et avec votre équipe, trouver un genre d'étiquette où on n'interrompt pas celui ou celle qui parle et où tout le monde se met sur mute, donc coupe le micro lorsqu'ils ne sont pas en train de parler. Mais ce n'est pas toujours évident dans une réunion où vous êtes à 8 ou à 10. Lorsque vous êtes à 3 ou à 4, c'est plus facile et toujours plus productif. Donc, difficulté, effectivement, à savoir qui est attentif, voire qui est là. En effet, sur les grands formats, c'est tout à fait ça. Euh, donc, Guillaume, qui n'aime pas lorsque les micros des participants qui ne parlent pas restent ouverts. Et oui, exactement. Ça peut être difficile, surtout avec les enfants à la maison en ce moment. Donc ça, c'est difficile. La communication non verbale. Et oui, ça, c'est important. Là, vous allez voir aujourd'hui que moi, j'essaie de faire des gestes en mettant mes mains un peu plus haut que d'habitude. Parce que normalement, lorsque je fais des gestes, je vais plutôt, la plupart du temps, avoir mes mains vraiment au niveau de mes hanches. Mais là, aujourd'hui, mes hanches, vous ne les voyez pas. Donc, je vais faire un effort pour mettre mes mains un petit peu plus haut afin de m'exprimer un petit peu mieux. La communication non verbale est importante, même dans une réunion en ligne. La fatigue en fin de réunion. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est idéalement une réunion est censée motiver. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, on a donc également, qu'est-ce qu'on n'aime pas? Je suis en train de lire dans le chat, les sons parasites, les problèmes techniques, décalage de son-image, en effet. Ça, c'est très, très important. Qu'est-ce que nous avons aussi? Les réunions en ligne sont plus énergivores que les réunions physiques. Oui, tout à fait, parce qu'il faut donner de l'énergie, mais il est très difficile de récolter de l'énergie auprès des gens autour de soi parce que ça ne se transmet pas si facilement dans une réunion en ligne. Lorsqu'on est dans une salle de conférence, ou une salle de réunion avec des gens, là, on peut sentir l'énergie de tout le monde. En ligne, c'est très, très difficile, mais il faut toujours mettre la même énergie. Et quand les réunions se passent sans webcam, oui, tout à fait. Aujourd'hui, avec Zoom, avec Microsoft Teams, avec les Hangouts, avec beaucoup de différentes technologies, et la plupart des ordinateurs ont des webcams, on a la possibilité de faire des appels visio. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, on a des gens qui ont Internet, malheureusement, à la maison qui ne permet pas d'avoir une bonne qualité de son et de vidéo, et donc qui coupe la caméra. Mais en même temps, c'est toujours bien, si possible, d'activer la caméra, parce que comme ça, on voit vraiment les gens, et je trouve que c'est tellement plus efficace. Nous avons clumsy endings, donc lorsque la fin d'une réunion se fait de façon très saccadée ou bon, bah, est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. Hein, je vois qu'il y a des gens qui sont en train de partir. Est-ce que je pars aussi? Oh, je vais peut-être attendre un peu. Non, lorsque la conclusion n'est pas claire, ça peut être très, très difficile. Donc, lorsqu'on ne peut pas capter les réactions non verbales des participants, tout à fait, ça peut être très, très difficile. Il y a beaucoup de bonnes idées là-dedans. J'essaie de vérifier si j'ai tout capté. En effet, la grande difficulté, c'est évaluer le niveau d'attention des participants. Donc ça peut être vraiment un grand, grand problème. Je vais m'en arrêter là, pour la simple raison que sinon, on pourrait éterniser toute la journée, on pourrait faire un brainstorming sur ce qui ne va pas dans les réunions en ligne et on pourrait y passer pas mal de temps. Mais je vous remercie tout d'abord de tout ce qui vous énerve, de ce qui vous embête dans ces réunions en ligne, en espérant qu'aujourd'hui, qu'on essaye de ne pas tomber dans ces mêmes pièges. Donc aujourd'hui, on est là pour parler des révolutions des réunions en ligne. Et les révolutions dans les réunions en ligne, il y en a 5. La toute première, c'est que lorsque vous concevez, lorsque vous organisez la réunion, il faut aligner l'objectif et les participants. Parfois, ça va être comme la poule et l'œuf. Hein. Est-ce que vous allez choisir l'objectif de réunion par rapport aux participants qui ont déjà décidé ou que vous avez déjà décidé d'inviter, par exemple dans le cas d'une réunion d'équipe, l'équipe est déjà définie, donc c'est une réunion avec cette équipe. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on choisit l'objectif par rapport aux participants. Ça peut être dans l'autre sens, par exemple, une réunion
d'approbation d'un budget. Là, objectif, approbation d'un budget, les participants, on va les choisir par rapport à l'objectif. Mais en tout cas, il faut que l'objectif et les participants soient alignés. C'est toujours difficile, lorsque nous avons une réunion, de voir qu'il y a des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être là, mais qui sont là parce que c'est poli, il va falloir les inviter, ou bien parce que s'ils ne sont pas là, ils ne vont pas être dans la boucle, ils ne vont pas savoir ce qui a été dit, ce qui a été décidé. Et une grande raison derrière la réunionite qui s'accapare de beaucoup de notre temps, c'est que les gens passent beaucoup de temps dans les réunions où ils n'ont pas vraiment besoin d'être, où ils n'auraient pas besoin d'être si il y avait un bon compte rendu à la fin. Et le compte rendu, il est très important, on va y revenir. Donc ça, c'est la première révolution, il faut aligner l'objectif et les participants. Révolution numéro 2, il ne faut jamais polluer les réunions avec des présentations superflues. Donc oui, en effet, c'est un spécialiste de la présentation qui vous dit il ne faut pas utiliser des présentations dans les réunions s'il y a une meilleure manière d'atteindre vos objectifs. Une présentation, c'est ce qu'on fait lorsqu'il n'y a pas de meilleure manière d'atteindre ses objectifs. Dans les réunions, par exemple, chez Amazon, on va y venir après, en général, il n'y a pas de présentation. Il y a des discussions, mais il n'y a pas de présentation. Donc ça, on va y revenir tout à l'heure. Troisième révolution, il faut toujours rechercher l'attention et l'interaction. L'attention, parce que, on a déjà dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure, l'attention et mesurer, évaluer l'attention des participants, c'est très difficile. Mais sachez, dans une réunion, ce n'est pas aux participants de faire un effort pour faire attention. C'est à vous, en tant qu'organisateur, en tant qu'organisatrice de réunion, de faire en sorte de capter, de garder, de mériter leur attention du début jusqu'à la fin, dans une réunion comme dans une présentation. Donc, il faut planifier la réunion, planifier l'agenda ou l'ordre du jour de la réunion pour maximiser l'attention et l'interaction. C'est une super manière de faire ça. Si vous pouvez rendre les réunions aussi interactives que possible, ça va vous aider. Il y a différents types de réunions, et ça, je vais les expliquer dans quelques minutes. Dans toutes les réunions en ligne, on ne peut pas vraiment faire beaucoup d'interactions, et aujourd'hui, c'est un exemple, parce que si j'ouvre les micros de tout le monde et on essaie de bavarder, d'interagir, etc., malheureusement, avec autant de personnes en ligne, ça va être très, très difficile, et ce serait plutôt une cacophonie. Donc ça, c'est dommage. Mais l'interaction, ça peut passer par le clavardage, par le chat, ça peut passer par autre chose, ça peut passer par des sondages, on peut faire pas mal de choses et on va les revoir dans nos autres webinaires, dans cette série dont aujourd'hui c'est juste numéro 1. Révolution numéro 4. Pour utiliser des documents pour l'information et des slides pour l'attention. Pour ceux d'entre vous qui n'aiment pas l'anglicisme slide, des diapos pour l'attention. Mais en général, même dans les entreprises les plus francophones que je côtoie, en général, tout le monde dit slide maintenant. Donc, utiliser des documents pour l'information, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens comprennent tellement mieux l'information, ils retiennent tellement mieux l'information en format écrit. Lorsqu'ils sont en train de lire, lorsqu'ils ne sont pas dérangés en lisant. Alors qu'ils oublient la plupart de ce qu'ils entendent en moins d'une minute. Donc, si vous voulez transmettre des informations à des gens, par exemple en amont d'une prise de décision, à ce moment-là, faites plutôt un document et donnez-leur le temps de lire le document, puis vous pouvez en discuter. Si vous voulez utiliser des slides dans votre réunion, et c'est tout à fait possible, soit dans une présentation, soit pour cadrer l'ordre du jour, pour expliquer les points, pour donner quelque chose, un graphique ou quelque chose qui va centrer et focaliser l'attention des participants, alors tant mieux. Mais vous faites des slides pour l'attention, ça ne devrait pas remplacer un document écrit avec les informations nécessaires. Donc, il faut bien faire la différence entre les deux et ne pas tomber dans le piège de tenter de faire un slide qui ressemble à un Word.
Parce que plus il y a de mots, moins les gens vont écouter. Et on a besoin de leur attention, on a besoin de leur écoute. Ils ne peuvent pas lire et écouter en même temps. Donc, il faut un minimum de texte. Enfin, numéro 5, dernière révolution pour l'instant, il faut vraiment animer les réunions en ligne. Et les mots en gras ici sont importants. Il faut les animer avant, pendant et après. Ce n'est pas juste mener, ce n'est pas juste organiser une réunion en ligne. Non, il faut absolument animer cette réunion. Si vous parlez pendant la réunion en ligne avec une voix monocorde, les gens ils auront du mal à écouter très longtemps. Donc, il est très important d'animer votre voix, mais aussi d'animer la réunion pour atteindre l'objectif. Ça commence avant, où il faut organiser la réunion, inviter les participants, rappeler les participants, préparer les supports, préparer les documents, organiser l'ordre du jour. Ça, il y a beaucoup de travail à faire en amont d'une réunion. Pendant la réunion, il faut faire en sorte que quelqu'un, soit le facilitateur lui-même, soit quelqu'un d'autre, soit maître du temps. Il faut que quelqu'un soit maître du temps et qui puisse dire ah, attention, on atteint 50% de la réunion, maintenant, est-ce qu'on ne devrait pas arriver à la prochaine partie de l'ordre du jour? Il faut faire en sorte que les gens puissent avoir la parole autant que nécessaire, mais pas plus. Et puis après la réunion, il est très important également d'envoyer ce que j'avais dit avant, ce compte rendu, ce qui vient après la réunion, pour rappeler aux gens ce qui a été dit, ce qui a été discuté, ce qui a été décidé. Et ainsi, ce compte rendu peut être circulé aux participants, mais aussi plus largement à ceux qui sont intéressés par la réunion, mais qui n'ont pas besoin d'être décisionnaires. Et ainsi, ces gens-là, ils peuvent savoir ce qui s'est passé en lisant un petit document en 4-5 minutes, sans devoir passer 1 heure ou 2 heures au téléphone, qui sont du coup 2 heures qui ne sont pas productives. Ainsi, nous avons ces 5 révolutions et nous allons travailler sur ces 5 révolutions dans ces 5 différents webinaires. Aujourd'hui, on va passer sur les premières étapes parce qu'il y a 5 étapes qui correspondent parfaitement à ces révolutions. Première étape, c'est la fondation. C'est là où on imagine quel est le contexte, quel est l'objectif de cette réunion, qui sont les participants dont on a besoin. Ça, c'est absolument primordial. Si on rate la fondation, c'est comme quand on fait un bâtiment, on rate la fondation, le bâtiment va s'effondrer. Deuxième étape, l'idéation. C'est là où on fait son brainstorming, on réfléchit, OK, voilà, on a tel participant ensemble pendant autant de temps afin de réussir tel ou tel objectif. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut avoir comme discussion, comme brainstorming, quelle technologie on utilise, etc. Donc, on fait tout le brainstorming. Ensuite, on rassemble tout ça dans un ordre du jour qui est clair, qui va bien réussir. Et ensuite, on va illustrer ceci, si besoin, avec des documents écrits et ou avec des slides, des diapos qui vont animer l'attention des participants pendant la réunion. Et enfin, nous avons la phase de connexion. C'est là où nous avons réellement la réunion qui a lieu et on a besoin de l'animer, on a besoin de faire en sorte que les gens participent, que les participants dans cette réunion fassent attention pour qu'ils soient acteurs de cette réunion, acteurs de ce qui se passe et avec autant d'interaction que possible. Donc c'est là où on va parler sur la prise de parole de l'orateur. La prise de parole en ligne, c'est le sujet de notre prochain webinaire qui aura lieu la semaine prochaine et qui sera animé par mon collègue Michael Rickwood, qui est absolument exceptionnel sur la prise de parole. Là, je pense que c'est quelque chose à surtout ne pas rater. Et nous avons également un webinaire sur comment être facilitateur ou animateur de réunion, donc ces différentes étapes avant, pendant et après. Nous avons dans 15 jours un webinaire sur l'illustration, comment utiliser des slides dans une réunion en ligne, comment utiliser les documents également. Parce que utiliser des slides dans une réunion en ligne, ce n'est pas totalement la même chose que ce qu'on ferait dans une salle de conférence ou sur une scène. C'est un peu différent.
Aujourd'hui, je vais parler surtout de la fondation et l'idéation. Et enfin, nous avons également un webinaire sur le matériel, le choix de technologie, le choix de micro. Vous avez vu qu'aujourd'hui, moi, j'ai le micro de mon casque ici, simplement parce que le son, il est un petit peu mieux que ce qui sort de mon ordinateur, ou ce qui rentre dans mon ordinateur, et parce que, typiquement, nos micros professionnels sont au bureau, et le bureau, on ne peut pas y aller. Donc, je suis coincé à la maison avec les matériels du bord et j'espère que la qualité du son est acceptable pour vous. Ce que vous allez pouvoir voir, c'est que tout ceci, toutes ces étapes correspondent à ces différentes révolutions. Donc, dans la phase de fondation, c'est là qu'on va travailler dans quelques instants sur l'objectif et les participants et l'alignement de ces éléments absolument primordiaux. Dans la partie idéation, on va imaginer qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la réunion, idéalement sans présentation superflue. Dans la phase de création, c'est là où on va rassembler l'ordre du jour pour faire en sorte de maximiser l'attention et l'interaction. Dans la phase d'illustration, on va préparer nos documents, également des slides si besoin, mais pour des différentes choses. Et enfin, dans la partie connexion, là, on va animer la réunion. On va vraiment travailler sur le rôle de l'animateur avant, pendant et après. Aujourd'hui, surtout sur les deux premières parties. Alors, si j'avance sur la première partie, la fondation, là où on a besoin de faire cette première base, si on bâtit sur une bonne fondation, c'est sûr qu'on va pouvoir avancer bien. Et c'est là où on va introduire le policier américain. Le policier américain, il s'appelle là-bas un cop. D'accord? On a beaucoup de mots pour les policiers. En France, on ne va pas parler poulet ni rien. On va rester en anglais. On va dire un cop. Pourquoi? Parce que le cop, ça veut dire le contexte, les objectifs et les participants. Vous connaissez peut-être la stratégie de négociation good cop, bad cop, bon flic, mauvais flic, où il y a un gentil qui essaie de comprendre, d'écouter, etc. Et puis il y a un méchant qui va être violent et qui va rien écouter, rien vouloir entendre, etc. Et l'idée, c'est que dans ces stratégies-là, c'est le gentil qui va pouvoir essayer de prendre un petit peu plus d'informations parce que le mauvais est là. Idéalement, là, on ne va pas faire de mauvais cop, mais on peut avoir un mauvais cop, mauvais contexte objectif, participant, lorsqu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas besoin d'être là, qui sont au milieu de la réunion, qui se disent mais pourquoi je participe à cette réunion? Vraiment, c'est une perte de mon temps. Si seulement il y avait un compte rendu à la fin, ainsi j'aurais pu gagner mon temps. Donc, il faut aligner contexte, objectif et participant. Et on le fait de cette façon-ci. Tout d'abord, on a besoin d'imaginer quel est le contexte. Pourquoi est-ce qu'on va faire cette réunion? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une réunion? Est-ce qu'on a besoin de prendre du temps? Si on réunit 6 personnes pendant 1 heure, ça c'est 6 heures de temps qui auraient pu être utilisés sur autre chose. C'est un investissement. Il faut un retour sur investissement. Donc, quel est le contexte qui fait qu'on a besoin de les réunir? Ensuite, on imagine les objectifs et ou les participants. Comme j'ai dit tout à l'heure, parfois, c'est dans l'autre ordre. En général, lorsqu'on fait une présentation, on prépare la présentation par rapport à l'auditoire, par rapport à ceux qui vont écouter la présentation, parce que c'est leur présentation, c'est jamais la vôtre. Lorsqu'on fait une réunion, parfois, c'est dans l'autre sens. Parfois, on va choisir les participants par rapport à l'objectif. Donc, peu importe lequel vient en amont, parce que ça peut être la poule et l'œuf, faites en sorte que les objectifs et les participants soient totalement alignés. Vous avez les bonnes personnes, mais uniquement les bonnes personnes pour atteindre vos objectifs, et les objectifs correspondent à tous les participants qui sont là. Lorsque vous avez un bon COP, là, vous avez une fondation qui va vous permettre d'avancer. Donc, toujours, toujours, toujours aligner l'objectif et les participants. Je sais, même à m'écouter parler maintenant, je me dis, ah oui, mais c'est tellement évident, Phil. Oui, c'est tellement évident. Vous serez incroyablement étonné de voir combien de réunions ne le font pas, ou combien d'organisateurs de réunions ne font pas ce travail
très simple. Donc, c'est une petite révolution, mais elle est absolument primordiale. Ensuite, lorsqu'on attaque la phase de l'idéation, c'est là où on va éviter les présentations superflues. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire pour éviter de mettre des présentations superflues? Dans cette phase d'idéation, c'est absolument là où on a besoin de comprendre les différents parfums de réunion. Donc, imaginons, vous avez votre COP, votre contexte, votre objectif et vos participants. Maintenant, quel parfum de réunion virtuelle correspond à votre COP? Il tombe bien, là, il fait du soleil, là, on voit le soleil sur moi, on peut faire plein de choses là-dessus. Donc, c'est bien d'avoir un peu de soleil et j'aime bien prendre une bonne glace lorsqu'il fait du soleil. Mais quel parfum de glace ou quel parfum de réunion virtuelle correspond à la COP que vous avez imaginée? Tout d'abord, ça peut être un webcast. Donc, un webcast, c'est le genre de réunion en ligne où c'est vraiment une diffusion. C'est une monologue, c'est beaucoup plus que ce que je suis en train de faire maintenant, ce qui est plutôt un webinaire. Mais le webcast, c'est là où on va vraiment diffuser, il n'y aura aucune interaction, c'est peut-être même un enregistrement qui va être diffusé en ligne, c'est peut-être pas en direct. Et ça, par exemple, c'est le PDG d'une entreprise de CAC 40 ou de Fortune 500 qui va partager un message avec tous les salariés, tous les milliers de salariés du groupe. Donc là, c'est plutôt un webcast. Un webinaire, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant. C'est là où c'est quand même, pour la plupart, un genre de monologue où il y a une ou deux personnes qui vont prendre la parole et qui vont diffuser quelque chose, mais où on essaie de le rendre aussi interactif que possible en utilisant les différentes technologies qui le permettent, mais toujours sans donner la parole à tout le monde, parce que sinon, ça devient un petit peu le chaos côté qualité du son. Ça peut être une réunion où on vise une décision. Donc une réunion typique en entreprise où à la fin, on a besoin d'une, deux, trois décisions. Par exemple, d'approuver un budget, d'approuver le fait d'avancer dans un projet, de faire des choix. Tout ça, ça peut être donc une réunion où on a besoin d'une décision à la fin. Peut-être que c'est une réunion de collaboration, là où on veut travailler ensemble, sans nécessairement de prise de décision, mais juste pour créer quelque chose ensemble. Un exemple de ceci, donc avec Michael, avec Camille, avec d'autres collègues, il y a quelques semaines, nous avons fait une réunion en ligne avec pour but d'imaginer ces 5 webinaires. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Quels sont les 5 webinaires qui intéresseraient les gens? Donc ça, c'était un genre de brainstorming, c'était une collaboration qu'on a faite à plusieurs. Mais si on essaie de faire ça à 10-15, ça peut être un peu difficile. Donc il faut avoir idéalement peu de personnes nécessaires pour faire un bon brainstorming, pour faire cette bonne collaboration. Et enfin, nous avons la réunion d'équipe. Une réunion où le but n'est pas vraiment de prendre des décisions, c'est pas vraiment de créer quelque chose ensemble, c'est plutôt une question de communauté. Comment est-ce qu'on peut vraiment créer une communauté, créer un lien, renforcer ces liens? Et en ces temps maintenant où beaucoup de gens sont confinés chez eux, ils travaillent de chez eux, ils ne peuvent pas aller prendre un café avec les camarades, il est important de renforcer ce lien via des réunions d'équipe qui n'ont pas d'autre but que de garder et de nouer ces connexions avec les gens. Donc c'est une autre réunion, c'est tout aussi louable et on en a besoin. Donc quel parfum correspond bien au contexte, aux objectifs et aux participants de votre réunion? Simple question, mais il est important de comprendre. Ensuite, vous pouvez les mettre sur un genre de graphique. Donc, si j'imagine simple graphique où sur l'axe horizontal, nous avons le nombre de participants et sur l'axe vertical, nous avons le niveau d'interaction que vous pouvez réellement euh, mettre dans cette réunion. Et en effet, ça crée une courbe un petit peu comme ceci, très rapidement dégressif. Donc, avec peu de personnes et beaucoup d'interactions, là, c'est où vous avez une réunion d'équipe. Vous allez peut-être pouvoir donner la parole à tout le monde pendant cette réunion d'équipe. Là, il est possible de faire une réunion où vous donnez la parole à tout le monde pendant 2 minutes, juste pour expliquer, voilà, comment ça va, est-ce que tout le monde va bien, comment va votre chien, etc. C'est très bien.
avec un petit peu plus de personnes peut-être, mais un petit peu moins d'interaction, mais quand même pas mal. Réunion de collaboration où on travaille ensemble pour créer quelque chose, mais où il y aura probablement un animateur qui va mener les choses un petit peu plus que dans une réunion d'équipe. Encore plus, réunion de décision. Vous pouvez avoir plus de personnes, peut-être que vous n'avez besoin que de 2 personnes, peu importe. Mais, il y aura peut-être un peu moins d'interaction encore parce que probablement il y aura quelqu'un qui va présenter: «Voilà, ce qu'on a besoin de faire, est-ce qu'on peut avoir votre approbation?» et puis deux trois décisionnaires qui vont pouvoir, poser des questions et émettre leurs décisions à la fin. Le webinaire, là où on est aujourd'hui, avec moins d'interactions, mais quand même pas mal plus de personnes. Et puis, sur l'autre bout de l'échelle, le webcast. Là où il n'y a vraiment pas d'interaction possible, mais on peut avoir un maximum de participants. Donc réfléchissez, quel parfum correspond mieux à votre COP, et ainsi vous allez pouvoir imaginer les ingrédients que vous allez pouvoir mettre dedans. Avant d'aborder les ingrédients, j'aimerais vous donner un peu l'approche de Jeff Bezos aux réunions. Parce que moi, je trouve que ce qu'ils font chez Amazon, et en effet, Amazon, ils ont inspiré pas mal d'autres sociétés. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant ce qu'ils font. Donc, on peut résumer l'approche aux réunions de Jeff Bezos avec un 2-1-0. Ça veut dire quoi? Tout d'abord, ne jamais organiser de réunion où vous ne pourriez pas nourrir tout le monde avec 2 pizzas. Donc si vous avez besoin de 3, 4, 5 pizzas pour nourrir tout le monde, c'est qu'il y a trop de personnes dans la réunion et ça va être moins productif. Autant dans les réunions en ligne, vous n'allez pas pouvoir partager des tranches de pizza, des morceaux de pizza par les ondes, mais si vous avez plein de personnes dans la réunion, ça va être difficile d'être productif si vous visez une décision, si vous visez une collaboration. Donc, invitez seulement les personnes nécessaires. Une chose, c'est un document. Donc, avant toute réunion chez Amazon, tout le monde va recevoir un document de 6 pages dans un format standard. Là, j'ai mis juste une photo de la une de notre cahier de travail d'un de nos cours de formation, mais bon, c'est juste un exemple. L'idée, c'est que au début de réunion, tout le monde va lire en silence. Je sais que ça semble étrange, mais ça marche extrêmement bien. Les gens lisent ce document. Au bout de 10, 15, même parfois 30 minutes, lorsque tout le monde a assez lu, ils ont tout compris, ils sont littéralement sur la même page, et ensuite, ils vont pouvoir simplement poser des questions à celui qui a écrit le document. Ils vont pouvoir parfaire leur compréhension de la situation, débattre sur la démarche à suivre et prendre les décisions sur les 1, 2, 3 choses à la fin du document qui ont besoin d'être décidées. Le zéro, c'est donc zéro présentation. Dans ces réunions, c'est pas juste qu'il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de présentation, il n'y a pas besoin. Donc, il n'y a personne qui va se lever après cette période de lecture pour dire bon, bah, aujourd'hui, blablabla. Bla, bla, bla. Non, simplement, ils posent des questions, ils discutent, ils prennent une décision. Et une réunion qui aurait pu durer 2 heures ou 3 heures sans aboutir à une décision, il va durer moitié moins, il va aboutir très bien à une décision. Ça marche extrêmement bien. Et on a appliqué ça dans pas mal de sociétés. Donc du coup, c'est là où on vous recommande de ne pas placer trop de présentations inutiles dans vos réunions et même dans vos réunions en ligne. Donc il y a plusieurs ingrédients que vous pouvez imaginer lorsque vous faites votre brainstorming sur qu'est-ce que je peux faire dans cette réunion. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un moment où vous allez pouvoir faire un moment de discussion? Est-ce que vous pouvez faire une interaction autre, une interaction soit par des sondages, soit par le chat textuel, par le clavardage, soit en donnant la parole, mais la vraie parole, à différentes personnes pour différentes choses? Est-ce que vous allez pouvoir, pendant un moment, faire un petit brainstorming? C'est tout à fait possible. Parfois, dans certains logiciels, vous avez un genre de tableau blanc virtuel où les gens peuvent travailler ensemble, parfois avec des post-it virtuels ou autres. Donc, on peut faire plein de choses pour faire un brainstorming dans une réunion, et je recommande fort de le faire si vous avez un but de collaboration ou de création.
Comme chez Amazon, vous avez la possibilité de faire cette lecture en silence, cette lecture où vous donnez, soit au début des réunions, voilà, 6 pages, vous allez pouvoir lire, soit vous êtes en milieu des réunions et vous dites, bon, maintenant, on va casser un peu le rythme, regardez dans votre chat, j'ai envoyé un document et ainsi, vous allez pouvoir juste lire ce document d'une page. Peut-être qu'il y a un compte de résultat prévisionnel, peut-être qu'il y a quelques graphiques, peut-être qu'il y a un communiqué de presse, une proposition de communiqué de presse et vous aimeriez bien avoir le feedback, les commentaires des participants, peu importe. Mais vous pouvez leur donner juste 3, 4, 5 minutes pour lire et ensuite vous en discuter. C'est tellement mieux, c'est tellement plus productif que d'avoir une personne qui va le lire à tout le monde ou qui va simplement dire, bon, vous avez vu le doc? Ah non, tout le monde pas, donc, etc. Ainsi, pour être productif, la lecture en silence, même dans une réunion, c'est super. Et enfin, oui, vous pouvez utiliser des présentations. Simplement, n'utilisez pas dans une réunion des présentations superflues. Lorsque vous faites un webcast ou un webinaire, forcément, vous allez utiliser une présentation, c'est normal. Dans une réunion de discussion ou de collaboration ou de décision, évitez autant que possible des éléments de présentation qui ne sont pas nécessaires. Donc, n'oubliez pas cette révolution dans la phase d'idéation. Ne polluez pas les réunions avec des présentations superflues. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce qu'on va aborder les autres étapes dans d'autres webinaires. Je vais m'arrêter là parce que de toute façon, j'avais dit que j'allais parler pendant une petite demi-heure et je l'ai déjà fait. Et j'aimerais écouter vos questions. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser le chat et ma collègue Camille va récolter toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions sur les réunions, sur n'importe quel aspect des réunions en ligne, je ne garantis pas d'avoir la réponse, mais je serais ravi d'essayer en tout cas. Et s'il y a une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre, nous prendrons note et nous tenterons de revenir vers vous par la suite. Donc, si vous avez une question, merci de bien vouloir aller dans le chat, dans le clavardage, et ensuite, on va essayer d'y répondre. Donc, Camille, est-ce que tu veux prendre la parole et poser les questions que tu choisis? Avec plaisir. Donc merci beaucoup Phil et merci pour on a deux premières questions. Hélène d'abord, qui nous dit que nos conseils valent pour toute bonne réunion, même en présentiel, ce qui est vrai. En revanche, quelles sont les différences fondamentales avec une réunion virtuelle comme celle-là? Donc, pour moi, la plus grande différence, c'est la question d'attention. Dans une réunion physique, on peut facilement voir si les gens sont sur leur téléphone en train de faire quelque chose ou autre. Dans une réunion en ligne, on ne peut pas la plupart du temps. C'est très, très difficile. Donc, il est d'autant plus important de travailler l'attention, de faire en sorte de, ce que j'appelle souvent, retourner le sablier de leur attention régulièrement et de privilégier l'interaction autant que possible. Donc, tout ce qu'on dit dans une réunion physique, en effet, ça vous double pour une présentation en ligne. Il y a certaines choses qui sont différentes par rapport, par exemple, dans les diapos, on ne va pas utiliser de clips vidéo, alors que dans une réunion physique, utiliser des clips vidéo, ça peut être une très bonne manière de retourner le sablier, de casser un peu le rythme, de réveiller tout le monde, parce que lorsqu'on met un clip vidéo avec du son, tout le monde va forcément regarder. On ne peut pas vraiment utiliser ça dans les réunions en ligne parce que la technologie va faire en sorte que ça va être malheureusement un peu trop saccadé. Donc, ce n'est pas idéal. Donc, il y a plusieurs changements là. Mais également, il y a des choses qu'on peut faire dans les réunions en ligne qu'on ne peut pas faire lorsqu'on est dans une salle de réunion. Par exemple, en Zoom, il est possible d'avoir ce qu'on appelle des breakout rooms, des salles de sous-com. Donc, on peut dire, voilà, on a une équipe de 8 personnes. Pendant une certaine période, on va discuter ensemble. Et puis après, on va se scinder en deux. On va créer deux sous-salles, si on le veut, de sous-com en ligne. On va donner 20 minutes à chaque groupe pour travailler sur quelque chose. Et puis, on rassemble les deux groupes à nouveau par la suite. C'est très facile à faire dans Zoom. Et ainsi, vous allez pouvoir récolter le fruit de leur brainstorming pendant ce temps-là. Dans une salle de réunion, oui, on peut avoir des salles de sous-com, mais
Si votre entreprise est comme la plupart des entreprises, trouver une salle de réunion, c'est déjà un exploit. Trouver deux, trois, c'est presque impossible. Donc, il y a des choses qu'on peut faire même plus facilement en ligne. Donc, il y a beaucoup d'autres questions, j'en suis sûr. J'espère que ça vous donne un début de réponse sur ce qui est un peu différent dans les réunions en ligne. Merci pour la question, Hélène. Ensuite, une question qui revient assez souvent, donc de Guillaume cette fois, sur les outils. Est-ce que Zoom est mieux que Google Meet ou un autre outil de webconférence? Personnellement, j'apprécie beaucoup Zoom. Je trouve que c'est très fiable. J'ai jamais eu de difficulté avec Zoom côté technique. Donc moi, personnellement, j'apprécie. Mais bon, nous, chez Ideas on Stage, on utilise Zoom depuis très longtemps. De toute façon, pour faire nos réunions, on a l'habitude d'être une entreprise virtuelle. Alors, donc, pour nous, le confinement actuel, ça n'a rien de nouveau. Nous sommes une équipe internationale. On a l'habitude d'utiliser Zoom. Donc, forcément, on aime bien les outils auxquels on est habitué. Dernièrement, j'ai pu expérimenter également Microsoft Teams, que je trouve très bien. J'ai pu expérimenter Google Meet, que je trouve également très bien. Et puis, j'ai fait un webinaire il y a 3 semaines avec Livestorm, qui est une solution française qui marche aussi très, très bien et c'est excellent pour les webinaires. Donc, il y a différents outils. En général, le choix des outils va être fait plutôt par vos DSI, par votre direction informatique, pas par moi, pas par vous, malheureusement, sauf si vous êtes dans la direction informatique. Et ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais sachez que simplement, aujourd'hui, la plupart de ces outils sont très efficaces pour le partage d'écran, sont très efficaces pour visio et pour le son. Donc, simplement, peu importe l'outil, c'est un peu comme avec PowerPoint ou Keynote ou Prezi ou autres, tous les outils sont bien. C'est la manière dont on les utilise qui fait toute la différence. Ensuite, une question d'Anouk. Alors, je ne suis pas certaine de bien saisir la question. Je vais essayer de la poser correctement. Pourriez-vous repriser ce qui mérite d'être présenté dans la présentation et non dans un document? J'imagine, voilà, ça revient sur notre problématique de présentation versus document plus détaillé. J'essaie de bien. Donc, entre présentation et document, en général, le document, on va tenter d'y mettre les informations. S'il y a des choses que les gens ils ont besoin de savoir par la suite, idéalement, on va les mettre dans un document parce que tout ce que vous dites, ils vont oublier tôt ou tard. Et oui, c'est vrai, dans ce webinaire, vous allez oublier la plupart de ce que je dis. Donc, on va également vous envoyer un petit document qu'on va mettre en ligne, un petit article qui résume ces 5 révolutions. Ainsi, si vous n'avez pas pris des notes pendant cette heure, je peux vous garantir que la semaine prochaine, vous aurez oublié ces 5 étapes et ces 5 révolutions. Donc, on va vous donner un document là-dedans. Vous pouvez les rappeler forcément, vous pouvez rappeler ces éléments-là dans une partie présentation. Mais il faut imaginer autant que possible. Imaginons que vous êtes en train de présenter à votre project board. Vous voulez présenter, voilà, est-ce qu'on peut avoir l'approbation pour passer à la prochaine étape de notre projet? Idéalement, avant la réunion, les membres du board auront déjà lu votre executive summary, ils auront déjà lu votre recommandation et ainsi, vous pouvez privilégier la discussion. Si vous faites une présentation, vous allez seulement peut-être rappeler les éléments clés et surtout essayer de leur donner envie de donner cette approbation. Est-ce que, Camille, tu penses que ça répond à la question? Je pense. Effectivement, le terme, c'était repréciser. Ouais. Voilà, donc je pense que c'est bon. Mais n'hésitez pas à nous dire dans le chat si on a bien répondu aux questions ou pas. Autre question d'Hélène. Alors, celle-ci, je pense, Phil, que tu peux l'illustrer en direct. Est-ce qu'on préconise que l'animateur se tienne debout Eh bien pendant oui, les tout réunions? à fait. Excellente question, excellente. Merci Camille et merci pour cette question également. Moi, je trouve personnellement, enfin, en tant que présentateur, j'ai l'habitude de présenter, j'aime bien être debout. Toutes les meilleures présentations sont faites par des gens qui sont debout. Hein. C'est très, très important. C'est pour ça que dans beaucoup de tables rondes où les gens sont assis en fauteuil, c'est très, très difficile. Il y a beaucoup moins d'énergie parce qu'on n'a pas la gestuelle de l'orateur. Forcément, si vous êtes quelqu'un qui a l'habitude de bouger un petit peu dans tous les sens, forcément,
devant un webcam, vous êtes limité dans les mouvements que vous pouvez faire. Mais lorsque vous êtes debout, déjà, vous allez trouver que vos poumons, votre thorax, votre gorge, vous allez être plus ouvert, donc vous allez pouvoir projeter mieux votre voix. Vous allez pouvoir donc être un peu plus crédible. Vous allez pouvoir utiliser des gestes. Et puis, c'est très bien pour l'énergie parce que l'exercice, c'est très bon pour le cerveau. Donc, si vous voulez être pleinement investi dans une réunion, même si vous n'êtes pas en train de présenter, je recommande d'être debout. Pour l'anecdote, moi, à la maison, j'ai un bureau debout. J'ai également un bureau assis si besoin, mais j'ai un bureau debout. Donc, la plupart de la journée, je suis debout. Je m'assois juste 5 minutes toutes les 40 minutes pour soulager un petit peu mon dos et mes pieds. Mais le reste du temps, je suis debout et je trouve que j'ai tellement plus d'énergie dans ces situations-là. Ensuite, une question en deux fois. Comment est-ce qu'on construit une présentation qui puisse faciliter un petit peu les retours, les va-et-vient entre les slides et l'animateur? Et est-ce qu'à ce moment-là, il ne vaut pas mieux ne pas mettre d'animation? Donc, il y a peut-être deux éléments là. Donc, tout d'abord, côté animation, si on parle d'animation dans les slides, en général, je ne recommande pas de mettre les animations dans les slides. Je pense que le mot animation, je ne recommande pas de les faire dans une réunion en ligne. Mais ça, on va le voir plus dans 15 jours. Mais je pense que là, j'espère bien comprendre, et la collaboration, enfin, l'animation dont vous parlez, c'est plutôt l'animation de la réunion, l'animation de l'orateur qui est là avec ses slides. Pour moi, j'aurais tendance à dire, vous pouvez dans beaucoup de réunions vous passer de slides. Même si vous avez besoin de faire une présentation, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir des slides. Euh, mais dans une réunion en ligne, il est assez, et surtout quand les gens sont à la maison, il faut faire en sorte que ce soit clair où vous en êtes pour les gens qui ont dû partir. Parce que, et d'ailleurs, lorsqu'on a fait ce webinaire en anglais, on a eu exactement cette question, et c'était une excellente question. Comment faire pour quelqu'un qui a eu un coup de fil important ou il a dû faire quelque chose avec ses enfants parce qu'ils ont fait tomber quelque chose, ou ils sont tombés par terre ou autre. Et oui, nous avons des enfants à la maison en ce moment, ce n'est pas totalement 100% professionnel. Comment faire pour celui ou celle qui a dû s'absenter quelques minutes et qui revient? Là, utiliser des slides, ça peut être utile pour garder le rythme et pour montrer aux gens à chaque fois où on en est. Donc, vous avez remarqué pendant cette présentation, j'ai utilisé ces 5 révolutions, ces 5 étapes. J'ai dit que j'allais parler de 1 et 2. Lorsque j'ai fait entre 1 et 2, j'ai montré à nouveau ces 5 étapes. Donc, ainsi, j'espère que la structure de cette présentation a été assez claire. Donc, les diapos peuvent être utiles. Donc, si vous avez un ordre du jour de votre réunion, tap, 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 faites en sorte de montrer l'ordre du jour, pas seulement au début, mais régulièrement pendant la réunion pour montrer l'avancement entre ces différentes étapes. J'espère que je réponds à la question. Je ne suis pas totalement sûr d'avoir répondu à tout. Donc, s'il y a une chose en plus, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je vais tenter de revenir là-dessus. Ensuite, Alexia nous demande, pour réunion d'équipe ou d'organisation, est-ce qu'il vaut mieux choisir une webconf ou je pense que c'est conférence téléphonique, j'imagine, j'espère. Oui. Si jamais c'est autre chose, Alexia, n'hésitez pas à me le dire. Oui, c'est ça. Voilà. Excellent. Personnellement, je trouve, pour avoir fait pendant une vingtaine d'années des conférences téléphoniques avec l'équipe, une conférence téléphonique, c'est mieux que rien. Hein. Ça peut être très bien, ça peut être efficace à 2-3 personnes. Lorsque vous avez une dizaine de personnes, ça peut être aussi la cacophonie où tout le monde essaie de parler en même temps. Souvent, la qualité du son n'est pas nécessairement là. Moi, je trouve très honnêtement que l'une des grandes avancées de Zoom ou de Teams ou de Google Meet ou autre, c'est une qualité numérique du son. Ça fait que nous pouvons vraiment pleinement comprendre toutes les syllabes qui sont prononcées du moment que quelqu'un d'autre ne parle pas en même temps. Donc, moi, je recommande très fort d'utiliser quelque chose comme un Zoom ou un Teams ou autre, même si vous allez faire un appel audio. Si vous pouvez le faire en visio, c'est tellement mieux parce que comme ça, on peut voir les réactions des gens, on peut percevoir leurs réactions, on peut pratiquer ce qu'on appelle la boucle de connexion, là où on donne une phrase aux gens, on explique quelque chose et on perçoit la réaction avant de passer à l'intention suivante. Donc, pour moi, la visio, ça vaut 1000 audioconférences.
C'est vrai que tous n'ont pas des ordis performants. Moi, je vois ça dans le chat, Alexia, c'est un très bon point. L'ordi que moi j'utilise aujourd'hui est un ordi qui est vieux de 7 ans. La plupart des entreprises maintenant remplacent les ordinateurs tous les 3 ans, 4 ans, etc. Je pense que pour beaucoup de personnes, oui, c'est utile. Sinon, ben, c'est peut-être une bonne raison pour investir, parce que la productivité des gens qui travaillent à la maison, ça n'a pas de prix. C'est très, très important. Donc, si vous pouvez leur donner un ordi qui correspond, qui rend possible, tant mieux. Pour moi, la limitation, pour beaucoup, c'est la bande passante. Ceux qui ont la fibre, c'est parfait. Ceux qui ont un ADSL très performant, très bien. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais ça s'améliore peu à peu. Ensuite, on a une question de Kevin sur plutôt l'interaction. Donc, Zoom permet de faire des sondages en direct, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens de créer de l'interaction, notamment quand il y a beaucoup de participants comme ici? Donc, il y a des séances de questions-réponses avec le chat, c'est très bien. Il y a des sondages. Il y a d'autres choses que l'on peut faire également. Donc, j'ai parlé donc des breakout rooms, donc des petites salles de sous-com où on peut demander aux gens même si vous avez une vingtaine de personnes, vous pouvez créer 4 petites sous-salles et mettre 5 personnes dans chaque salle pour qu'eux, ils parlent, pour qu'ils discutent, pour qu'ils reviennent et une porte-parole donne ensuite le fruit du travail. Ça, c'est très bien. Il y a également l'un de nos partenaires qui s'appelle Bcast, donc c'est Beekast. Je ne sais pas, Camille, si tu peux taper ça dans le chat pour que ce soit clair pour tout le monde. Beekast. Eux, ils viennent d'annoncer d'ailleurs 3 mois de gratuité pour leur solution Pro, si je me souviens bien, et ils ont annoncé une intégration avec Microsoft Teams. Donc, si vous êtes utilisateur, votre organisation utilise Microsoft Teams, vous allez pouvoir utiliser Bcast qui permet d'avoir à la fois des sondages, à la fois des nuages de mots, de pouvoir interagir dans beaucoup de différentes façons. Donc, si vous avez Microsoft Teams, je recommande très fort de vérifier, de regarder sur bcast.com, je pense, et puis ainsi, vous allez pouvoir voir les différentes possibilités d'interaction là-dedans. Donc, Camille a mis le lien dans le chat où je vous recommande très fort d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. Merci pour la question, Kevin. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je vérifie, nous avons à peu près 3 minutes, donc je vais tenter de répondre très vite aux dernières questions. Alors, il y en a encore pas mal, donc on va essayer de faire vite. Allons-y. Là, on a une question sur un cas d'usage très concret. Donc, quelqu'un qui nous demande depuis 15 jours, on cherche plein de bonnes raisons pour créer du lien et maintenir le lien, notamment avec des nouveaux arrivants. Est-ce qu'on a des idées à leur donner? Bah, nous, chez Ideas on Stage, on organise tous les jours, depuis le début du confinement, une petite réunion, une petite demi-heure avec tout le monde. On ne parle pas travail. Hein, on ne parle pas travail. Là, dans cet appel-là, on essaie simplement de prendre la température de chacun, de voir comment vont les enfants, quels sont les défis, quelles sont les difficultés, etc. Et je trouve que ainsi, on se sent moins isolé. On a toujours la possibilité d'être isolé, surtout quand on vient d'arriver dans une entreprise et on ne peut pas y aller. Moi, je trouve que dans ces temps-là, il faut surcommuniquer. Il faut vraiment communiquer plus que d'habitude, pas moins, et donner la possibilité aux gens d'interagir et simplement de ressentir ces liens de communauté. On en a tous besoin en ce moment. Donc, pour moi, faire juste une petite réunion visio tous les jours, pour moi, c'est extrêmement utile en ce moment. Et puis d'un point de vue, si je peux compléter un petit peu, ce qui marche assez bien aussi, c'est simplement de poser une question et de garder le même principe de tour de table qu'on pourrait faire dans une réunion en présentiel. Ça marche assez bien plutôt que tout le monde part dans tous les sens voilà, avec des sujets différents, avoir une question par réunion et finalement on se reconnaît tous un peu les uns les autres dans ce que peuvent dire nos collègues. Ce qui est assez intéressant pour créer du lien et pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et qu'on a tous un voisin qui met la musique trop fort, comme moi aujourd'hui. J'espère que vous l'entendez pas trop. J'ai tenté de demander. On est tous dans des situations similaires et ça peut pas mal aider. Question suivante. Catherine qui nous demande combien de personnes maximum on préconise pour une réunion.
Voilà, plutôt une réunion de communauté, donc j'imagine Ouais. réunion. Mmh. Pour une réunion de communauté, on va pas dire qu'il y a vraiment un maximum, il n'y a pas un seuil au-dessus duquel ça devient impossible. Simplement, si vous avez plus que 7-8 personnes pour ce genre de réunion, il va falloir mettre en place une étiquette et mettre en place des règles où tout le monde se met en mute lorsqu'il ne parle pas, où il y a peut-être quelqu'un qui va animer, qui va donner la parole à chaque personne pour éviter que tout le monde parle en même temps. Nous avons fait les apéros par visio avec nos voisins, avec nos amis. Je ne sais pas si vous avez fait la même chose, mais lorsqu'il n'y a pas quelqu'un qui anime les choses et qui distribue la parole, ça peut vite tomber en cacophonie. Donc, je recommande au-delà de 7-8 personnes, là, vous avez besoin de ces règles, mais ainsi, avec ces règles-là, si tout le monde les respecte, vous pouvez aller au-delà. Vous pouvez très bien avoir une douzaine, une quinzaine de personnes, même dans une réunion de communauté. J'espère que ça Je répond vais à la juste question. Est-ce qu'il y en a d'autres, Camille? Alors, il y en a deux autres. Je vais juste passer sur la question d'Hélène et on terminera par la question de Kayla, qui est une question intéressante et qui va peut-être prendre un peu plus de temps. Et la question d'Hélène est en rapport avec ce qu'on vient de dire. Donc, pour une réunion plutôt collaborative, cette fois, Mhm. combien de personnes est-ce que tu préconises? J'imagine que c'est une réunion peut-être pendant laquelle on va devoir prendre des décisions, brainstormer. Oui, oui, ok. Donc, pour une réunion collaborative, là où on veut vraiment travailler ensemble, en général, là, je recommande plutôt d'être à 4-5 personnes. Je le vois avec les brainstorming que je fais en présentiel. Lorsqu'on a 3 personnes, ça peut être très productif. 4 personnes, ça peut être un peu moins productif, mais un peu plus riche. 5 personnes, c'est bien, c'est très riche, mais ça commence à être difficile. Il y a toujours quelqu'un qui parle moins que les autres. À 6, ça commence à devenir impossible. Donc, lorsque je donne des cours, par exemple, à HEC ou à EM Lyon, lorsqu'on demande aux gens de travailler, de pratiquer des scénarios, de faire des travaux pratiques en groupe, on préconise autant que possible des groupes de 4-5, parce qu'à 6, ça devient très difficile de travailler tous ensemble. Donc, c'est un peu la recommandation que je donnerais pour une réunion de collaboration. Et puis, enfin, donc, il y avait une question de Kayla, je pense. Oui, alors il y en a même deux. On peut prendre les deux, on fait rapidement. Allez, très Faisons vite, vite, on a un peu débordé déjà, mais ça marche. je vois qu'il y a Euh, beaucoup de personnes encore. Je suis désolé de prendre un peu plus de temps, mais je suis ravi d'avoir autant de questions et j'espère que ces réponses vont vous être utiles. il y a une question sur les réunions plutôt hybrides. Est-ce qu'on a déjà réalisé, est-ce que tu as déjà fait des réunions hybrides avec plusieurs styles, plusieurs outils? Plusieurs styles, oui, plusieurs outils, pas forcément. Il est vrai que nous avons fait enfin, des événements où on va utiliser des différents outils pendant la journée, où on va utiliser des Bcast pour certaines choses, on va utiliser des Zoom ou autres, mais en général, c'est plutôt un mélange de styles qui va être utile. Il y a une des choses importantes, c'est pour une réunion en ligne, je recommande de respecter la règle Disney. Disney qui va jamais faire un film pour les enfants qui va durer plus que 100 minutes. Parce qu'il y a des raisons, les enfants, ils décrochent, l'attention décroche, mais aussi ils ont besoin de faire quand même des pauses techniques. C'est pareil avec les travailleurs, les télétravailleurs. Donc, si vous demandez aux gens de rester en ligne et rester attentifs pendant plus que 100 minutes, donc plus qu'1h40, c'est très difficile. Donc, mélanger les outils dans 1h40, pas nécessairement quelque chose que je recommande si on peut l'éviter. Mais plusieurs styles où on a une partie où c'est un peu descendant, un peu voilà une présentation, une partie de brainstorming, peut-être avec des salles de sous-com, une partie de restitution, une partie de communauté, c'est tout à fait possible. Et mélanger les styles, si vous avez une équipe de la taille qui permet ça, bah, c'est très très bien parce que ça maintient l'attention de tout le monde. Toute dernière question, qui est pour le coup le sujet, un sujet important en ce moment. Pour les grosses conférences type Vivatech, qui d'ailleurs a été annulée ou repoussée, il me semble. Mhm. Quel style est-ce que tu recommandes? Est-ce qu'on a des best practices à donner pour ces grandes conférences qui cherchent des alternatives? Euh, Tout dépend de l'objectif. Si on prend quelque chose d'aussi grand que Vivatech, il y a plusieurs différents éléments. Donc, autant on pourrait organiser le concours de pitch
qui normalement se ferait sur une scène, on peut faire ça via un Microsoft Teams ou un Zoom ou autre. C'est tout à fait possible. Et en plus, ces outils permettent d'enregistrer euh, les pitchs, donc on peut les mettre en ligne. Mais si on va faire ça, pourquoi pas simplement les enregistrer, les mettre en ligne et puis mettre un genre de plateforme de partage, un plateforme où les gens peuvent voter en ligne là-dessus. Je pense qu'un événement où il y a des éléments de présentiel, des éléments de pitch, de présentation, de keynote, des éléments de débat où on a Mark Zuckerberg qui va arriver sur scène, on va l'interviewer, on va discuter, etc. etc. Il y a certaines choses qui peuvent se faire très bien en direct et qui peuvent même se faire extrêmement bien en direct en prenant les questions des participants, des internautes, pour que le maître de cérémonie puisse poser ses questions à un Zuckerberg ou un autre. Ça, c'est très bien. Mais pour moi, un événement physique de la taille de Vivatech ne se remplace pas par une visioconférence. Ça se remplace plutôt par un site où il y a des éléments en direct, où il y a des éléments enregistrés où on peut aller dessus. Et également, Vivatech, un événement comme ça, c'est aussi un salon. Il y a beaucoup de stands, il y a beaucoup de choses qui se passent sur les stands. Donc, il faut également un stand virtuel pour chaque exposant. Mais avec un site interactif qui mélange tous ces différents genres, je pense qu'on peut très bien prendre un événement, comme même de la taille de Vivatech, et mettre cet événement en ligne. J'espère que je réponds à la question et je pense que nous sommes plutôt vers la fin des questions. Donc, je vous remercie tous pour votre écoute, pour votre participation. Je vais donner les petites paroles de mon camarade britannique, Sir Winston Churchill, en disant ce n'est pas la fin, même si c'est la fin de ce webinaire, c'est même pas le début de la fin pour vous, mais c'est peut-être la fin du début, parce que ce n'est que le début d'une série de 5 webinaires, et je vous recommande donc de vous enregistrer individuellement pour chacun, là où vous pouvez. La semaine prochaine, nous avons Virtual Speaking Success, donc la réussite pour la prise de parole en ligne. Comment capter l'attention des participants grâce à une prise de parole claire et stimulante. Et c'est mon collègue Michael Rickwood qui va prendre ma place et qui sera le meilleur pour faire ceci. Je vous le recommande très fort et rappelez-vous, si vous préférez suivre ces webinaires en anglais, c'est tous les jeudis à 16h, heure de France métropolitaine. Et on serait ravis de vous avoir, que ce soit dans la langue de Shakespeare, que ce soit dans la langue de Molière. J'espère que ceci vous a été utile. Je remercie mes collègues d'Ideas on Stage qui ont aidé à préparer à la fois ce webinaire et aussi le cours de formation qui s'appelle Virtual Meeting Revolution, sur lequel ces webinaires sont basés. Donc, si vous pensez que vous avez entendu quelque chose aujourd'hui qui peut être intéressant, qui peut être utile pour vous et pour votre entreprise, et que peut-être que vous aimeriez bien avoir ce genre de choses pour votre équipe, n'hésitez pas, on serait ravis de discuter avec vous et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à révolutionner vos réunions virtuelles. Je pense qu'on en a besoin maintenant et je pense qu'on aura tous besoin beaucoup plus également dans l'avenir. Merci à tous, merci Camille pour ton aide aujourd'hui, merci pour toutes vos questions et on se verra en ligne la prochaine fois. Merci et au revoir. Au revoir, merci, à bientôt.